Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire que nous organisons avec les représentants de votre profession, euh, et notamment Monsieur Houbin et Monsieur Clément, qui sont voilà, les présidents des deux syndicats de la profession. Alors aujourd'hui, la relation entre les pharmaciens et l'assurance maladie est régie par le cadre conventionnel. Alors en Moselle, ça concerne 260 officiers. Cette convention, bien plus qu'un simple cadre réglementaire, c'est le socle d'un partenariat stratégique et indispensable, et elle définit les modalités d'exercice des pharmaciens dans leur rôle de professionnels de santé de proximité, tout en garantissant l'accès équitable au traitement pour l'ensemble des patients. Alors, la nouvelle convention, elle a consacré et renforcé le rôle de votre profession dans le bon usage des produits de santé. Elle élargit surtout ses missions en matière de prévention et d'accompagnement des patients. Elle accompagne également un virage numérique inédit en lien avec le déploiement de Mon Espace Santé et de la e-prescription. Et puis, elle intègre la prise en compte des enjeux environnementaux dans votre activité. Donc, cette convention, elle symbolise l'équilibre entre deux objectifs essentiels, la qualité des soins pour les citoyens et la maîtrise des dépenses de santé pour notre collectivité. C'est un sujet qui est plus que jamais d'actualité. Le 10 juin dernier, un premier avenant à la Convention a été signé et il apporte des avancées significatives sur différents objectifs clés. Alors, en particulier le maillage et le maintien du maillage territorial des officines, l'entrée en vigueur des dispositions de prise en charge directe des angines et des cystites, l'amplification du rôle de proximité du pharmacien, le renforcement de la pertinence de la délivrance ou encore la lutte contre les fraudes aux médicaments. Donc, compte tenu de ces enjeux et de ces évolutions, nous avons souhaité organiser un webinaire pour aborder avec vous ces différents sujets et pour lesquels aussi nous vous avons interrogé au préalable pour avoir vos attentes et vos retours. Donc, vous allez avoir un ordre du jour très détaillé avec différents sujets qui feront écho à la convention. Et je vais maintenant laisser les collègues qui vont intervenir pour vous présenter ces interventions. Voilà, je vous remercie de votre présence et je vous souhaite un bon webinaire. Merci, Monsieur Théveny. Donc, je me présente, je suis Valérie Schweitzer, cadre technique aux frais de santé. Je vais co-animer cette présentation. Donc, nous avons nos délégués numériques en santé qui sont présents, Gaël Lovecchio et Arnaud Klein. Nous Bonjour. avons Bonjour. une déléguée de l'assurance maladie, Nora Haddad, Bonjour. et un chargé de projet, Monsieur Alexandre Canal. Bonjour. Concernant l'ordre du jour, Monsieur Théveny a fait l'introduction. Je vous présenterai les outils locaux mis à votre disposition, les impacts de notre nouveau module de tarification, le livret de facturation et RECLA-PS. Ensuite, notre délégué d'assurance maladie, Nora Haddad, vous présentera la rémunération sur objectif de santé publique, ainsi que les entretiens pharmaceutiques. Et nos délégués numériques en santé vous présenteront les téléservices. Monsieur Alexandre Canal interviendra pour la promotion du dépistage du cancer colorectal en officine et nous passerons aux questions-réponses. Alors, concernant les, voilà, les outils locaux et Météor. Météor est un nouveau moteur de tarification qui vient d'être mis en place le 6 novembre 2024. Donc, il entraîne un nouveau langage. Les professionnels de santé deviennent des offreurs de soins. Les bénéficiaires sont les bénéficiaires des soins et ne sont plus considérés comme les ayants droit. Quand on parlera de bénéficiaires dans les retours concernant vos anomalies, ça peut être l'assuré ou l'enfant ou la conjointe. Les anomalies deviennent des diagnostics et ils sont de gravité type rejet ou signalement. Il y a une nouvelle numérotation des diagnostics et ainsi que de nouveaux libellés plus précis et plus clairs qui seront présents dans vos notifications de rejet floutière et dans vos retours Noémie. Ils sont harmonisés avec ceux de la MSA. Alors, il y a des contrôles qui sont plus précis. Je vous ai mis un exemple. Avant, nous avions un code
rejet pour les prescriptions interdites à cette date. Maintenant, il est démultiplié en fonction de la raison pour laquelle le prescripteur n'est plus autorisé à prescrire. Avant, nous avions un code anomalie pour une incompatibilité entre ce qui est transmis et le régime dans nos bases. Et maintenant, il est démultiplié en fonction de la nature du régime ou de l'affiliation du bénéficiaire des soins. Et il y a également des regroupements de contrôle. Donc, plusieurs anomalies avant concernant l'assuré ou le bénéficiaire des soins sont regroupées sous un seul intitulé. Ou alors, plusieurs codes d'anomalies concernant les établissements prescripteurs sont regroupés sur un seul code intitulé. Concernant les changements de pratique, voici le top 10 des nouveaux diagnostics Météor depuis la mise en place du nouveau moteur de tarification. Vous voyez qu'il y a ou des rejets ou des signalements. Nous constatons qu'il y a beaucoup plus de signalements maintenant que par le passé. Alors, l'avantage du signalement, c'est que nous pouvons le payer sans intervenir sur la facture, ce qui fait que votre facture est payée sur le lot original à partir des références que vous avez télétransmises, ce qui permet une meilleure traçabilité au niveau de votre comptabilité. Il y a un nouveau diagnostic qui apparaît, facture non remboursable au titre de l'assurance maladie obligatoire. Il concerne les factures qui ne contiennent que des prestations non remboursables, qui dorénavant seront rejetées, et les factures concernant les bénéficiaires de l'AME pour des actes qui ne sont plus remboursés. Alors, ces actes vous ont été présentés lors de la dernière commission paritaire. Ils seront intégrés dans la prochaine mise à jour de notre livret afin que vous en ayez connaissance. Alors, l'AME, les médicaments rejetés concernent tout ce qui relève de l'assistance médicale à la procréation. Donc, on a une liste de codes CIP exhaustive. Et les médicaments à service médical rendus faibles à 15%, excepté pour les mineurs. Donc dorénavant, tous ces codes seront rejetés. Alors, Météor est en capacité d'identifier les factures avec une exonération du ticket modérateur demandé, absente dans nos bases, mais pour lesquelles le 100% peut être pris en charge au titre d'un autre régime. On appelle ça le système de compensation, ce qui limite considérablement les anomalies sur vos facturations. L'avantage, donc les factures seront moins rejetées ou moins recyclées, elles vont conserver le numéro de lot initial. En moyenne, 99,30% des flux sont intègres, donc non plus de diagnostic. 11 diagnostics en tout représentent 41% du volume des flux. Par contre, j'ai un retour. Nous constatons donc depuis la mise en place de Météor une baisse de 38% des anomalies traitées par nos services, ce qui est nettement positif. En changement de pratique, nous vous demandons, lors de la délivrance de feuilles de soins papier, si ce n'est pas déjà le cas, de bien indiquer 13 chiffres en code CIP et non 7. Alors, nous avons estimé qu'il était nécessaire de faire un petit rappel sur la garantie de paiement, puisque Météor maintenant a des systèmes de compensation qui permettent de ne plus rejeter les factures. La garantie de paiement concerne uniquement donc la situation médico-administrative, donc la modulation ou l'exonération du ticket modérateur, le régime et les droits ouverts du bénéficiaire, donc assuré ou ayant droit pour le terme bénéficiaire, et s'applique uniquement sur les flux sécurisés avec une carte vitale et en tiers payant. Toute modification des données de la carte vitale, ce que l'on appelle un forçage, lève cette garantie de paiement, sauf si ces nouvelles données ont été récupérées par l'intermédiaire d'ADRI, le téléservice d'acquisition des droits intégrés. En l'absence de carte vitale, même si les données sont récupérées via ADRI, il n'y a pas de garantie de paiement. Cela permet juste de fiabiliser vos données de facturation, mais ADRI n'est pas opposable. Le deuxième point que je souhaitais aborder avec vous est la documentation locale que nous mettons en ligne sur Amélie. Dans une rubrique près de chez vous,
la caisse de Moselle. Vous y accédez par ce chemin. Pharmacien, votre exercice professionnel, télétransmission, retour en ligne est près de chez vous. Je vous ai mis également un lien. Nous avons mis en place un livret dédié à votre profession qui reprend les codes rejet, codes anomalies, les aides et mémos et les bonnes pratiques, ainsi que des mémos ou des liens vers le site de référence pour connaître les numéros de prescripteurs à transmettre. Concernant le livret de facturation créé par la Caisse de Moselle, alors il y a plusieurs thématiques abordées, tous les rejets qui sont spécifiques à votre profession, les rejets communs à toutes les professions. Nous avons mis également un mémo sur les différentes situations d'exonération du ticket modérateur, les règles de gestion de l'AME, le prescripteur, les numéros d'immatriculation fictifs pour notre caisse et la contraception et quelques conseils. Il est mis à jour après chaque commission paritaire. En exemple, en février, nous avons rajouté le dispositif de contraception. Nous avons rajouté RéclaPS qui a été mis en place, ainsi que la nouveauté concernant le numéro de prescripteur pour les vaccinations obligatoires des patients de plus de 11 ans sans prescription. Suite à la dernière commission paritaire, la prochaine mise à jour va comprendre les nouveaux numéros et libellés de diagnostic suite à la mise en place de Météor et la facturation des autres missions. Alors, les autres missions seront présentées dans le livret. Donc, nous avons tenu à vous mettre les modalités de facturation du TROD angine, du dépistage urinaire des cystites, de la délivrance du kit colorectal, des entretiens avec les femmes enceintes, ainsi que les vaccinations grippe et autres vaccinations, et la facturation de la télémédecine, avec un point important qui nous a été remonté par notre délégué d'assurance maladie, qui est la facturation avec le numéro de prescripteur. Vous ne devez pas utiliser un numéro fictif, sinon l'acte ne sera pas comptabilisé si cette zone est mal renseignée. Donc il faut bien mettre le numéro d'identification du médecin téléconsultant, ce qui a un impact sur votre rémunération forfaitaire en fin d'année. Concernant le mémo sur l'aide médicale État, nous avons été sensibilisés sur le fait que la facturation de l'aide médicale État n'est pas toujours facile pour vous et que vous pouvez être amené à avoir des rejets. Alors nous avons mis en place une pratique locale afin que la facture soit honorée même en l'absence de l'AME dans nos fichiers. Vous devez scanner l'attestation papier de l'AME en cours de validité et la joindre à vos pièces justificatives SCORE. En l'absence d'informations sur l'affiliation des bénéficiaires de l'AME, comme ils n'ont pas de carte vitale, vous pouvez utiliser le téléservice ADRI. Pour le consulter, il vous faut le NIR complet de l'ouvrant droit, son matricule, la date de naissance et le rang gémellaire du patient. Attention, par défaut, la date de référence d'ADRI est la date du jour, mais vous pouvez la modifier si vous voulez facturer après. Et vous avez une restitution des droits sur 12 mois glissants en arrière. Concernant la documentation sur les numéros de prescripteurs que nous avons mis en ligne sur Amélie, voilà, nous avons un mémo et en fonction du type de prescripteur, qu'il soit libéral, remplaçant, dans un établissement retraité, vous avez en face les numéros à saisir, auxquels nous avons rajouté bien sûr en dernier le pharmacien prescripteur fictif pour les vaccinations obligatoires des patients de plus de 11 ans, sans prescription. Je tenais également à vous faire un point concernant RéclaPS car il y a une nouveauté depuis le 2 décembre. RéclaPS n'est plus accessible sur nos pages locales, il est devenu national. Vous y accédez par votre compte Amélie Pro dans la rubrique Une demande, réclamation de paiement. Voici un reflet de votre page d'accueil. Afin d'obtenir une réponse rapide aux questions ou à vos réclamations, il est conseillé maintenant d'utiliser ce canal, en lieu et place des autres modalités de contact que vous utilisiez jusqu'alors. Alors, RéclaPS vous permet de saisir en ligne votre réclamation. Elle doit porter uniquement sur une erreur de règlement, un remboursement non effectué ou un indu pour double paiement ou pièce justificative absente. Vous ne devez pas transmettre de pièce justificative par ce canal.
Vous utilisez SCORE pour vos pièces justificatives. Les gains de réclame PS, vous n'avez plus de frais d'affranchissement pour nous envoyer des réclamations en papier. Vous pouvez joindre des pièces dématérialisées directement par l'application. Cela améliore les délais de traitement, fiabilise la réponse, la réception de la réclamation par nos services, puisque vous avez un accusé de réception. Alors, je vais vous présenter maintenant la nouvelle ergonomie de Réclame PS. Alors, en premier lieu, vous allez préciser la caisse de rattachement de l'assuré concerné. Vous pouvez la saisir par le nom, par le numéro du département. Il faut être très vigilant de bien mettre la bonne caisse, puisque là, c'est devenu national. Nous ne pourrons pas transmettre d'une caisse à l'autre. Alors, si la caisse d'affiliation de l'assuré n'a pas démarré, vous aurez un message vous indiquant de passer par la rubrique Contact d'Amélie Pro, comme avant. Voici la page pour créer votre demande, pour déposer votre demande. En premier, vous allez saisir l'identification du patient, donc de l'assuré, puis du bénéficiaire s'il ne s'agit pas de l'assuré. Vous allez sélectionner le motif de réclamation. Ensuite, saisir les informations relatives à la prestation et à la feuille de soins. Est-ce qu'il s'agit d'une télétransmission, d'une feuille de soins papier? Les dates, le montant de la facture et vous avez également une zone texte vous permettant de détailler votre réclamation. Vous allez pouvoir déposer les pièces justificatives, maximum 3 pièces, avec un poids total maximum de 5 émaux. Et ensuite, vous pouvez annuler ou envoyer votre réclamation. Il est important d'établir une seule réclamation par assuré, même si vous en avez plusieurs pour cet assuré. Il y a un suivi des réclamations dans le nouvel applicatif et vous pouvez consulter la réponse. Alors, le suivi des réclamations en orange et rechercher les réclamations archivées en vert, à savoir que vous pouvez consulter l'avancement donc du traitement de votre réclamation en cours, consulter la réponse apportée par la caisse et voir les éventuelles pièces jointes 15 jours après la date de réponse et accéder à vos réclamations archivées 15 jours après leur traitement. Alors, je vais prendre les questions. Je vois qu'il n'y en a pas pour l'instant. Je vais laisser la parole alors à Nora Haddad qui va nous parler de la rémunération sur objectif de santé publique et des entretiens pharmaceutiques. Je vous remercie pour votre écoute. Tu n'as pas ton micro ouvert, Nora. Donc, oui, bonjour. Donc, la ROSP, donc, c'est une rémunération forfaitaire qui est prévue donc, dans la Convention des pharmaciens qui a été signée en 2022. Donc, il existe deux ROSP différentes. La première, c'est la ROSP BUPS, la ROSP sur les bons usages des produits de santé. Donc, la ROSP sur le développement du numérique et l'amélioration à l'accès aux soins. Donc, la deuxième ROSP, où on l'appelle aussi ROSP NUM. Et à titre exceptionnel pour l'année 2024, donc suite à la parution de l'avenant 1 de la Convention, donc les pharmaciens d'officine peuvent prétendre à une rémunération supplémentaire qui sera versée au premier semestre 2025 s'ils atteignent un certain nombre d'indicateurs qu'on va développer tout à l'heure. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Donc, en ce qui concerne la ROSP sur le bon usage des produits de santé, donc c'est une ROSP qui a pour finalité de mettre en avant le rôle moteur du pharmacien dans le développement de certaines spécialités, notamment les génériques, les médicaments biosimilaires, les médicaments hybrides. Donc, cette ROSP, donc, elle est composée de 5 indicateurs. Donc, deux indicateurs sont des indicateurs socles. Donc, on parle d'indicateurs socles parce que pour les deux premiers indicateurs qui sont sur le tableau en haut de la page, il faut absolument atteindre les objectifs fixés pour pouvoir prétendre à la rémunération sur tout le volet ROSP, bon usage des produits de santé. Donc, les indicateurs socles sont au nombre de deux, comme je l'ai dit. Donc, il va falloir d'abord adhérer à la démarche qualité mise en place par le Haut Comité qualité officine. Concrètement, c'est pour vous, il faut vous connecter sur le site démarchequalitéofficine.fr.
Lorsque vous serez sur ce site, vous serez invité à réaliser un auto-questionnaire. À l'issue de cet auto-questionnaire, vous allez devoir éditer une attestation que vous allez archiver. En fin d'année, lorsque le portail Amélie Pro sera ouvert pour la déclaration des indicateurs, vous allez devoir nous fournir cette attestation. Donc, il est important de l'archiver de manière papier ou alors sur votre ordinateur, peu importe, mais elle sera obligatoire en fin d'année. Le deuxième point, donc, c'est l'inscription à la newsletter, toujours sur le même site, démarchequalitéofficine.fr. Donc, vous allez devoir vous inscrire à la newsletter. Ça vous permettra d'avoir des informations sur tout ce qui est démarche qualité et mettre en place également un programme d'amélioration de la qualité de la pratique de votre officine. Donc ça, c'est le premier indicateur qui est obligatoire, donc un indicateur socle. Le deuxième, c'est le taux de pénétration des génériques dans la délivrance des médicaments pour chaque officine. Donc, si vous n'êtes pas à minimum 85%, vous n'êtes pas éligible à la ROSP sur le bon usage des produits de santé. Donc, deux indicateurs socles. Si vous atteignez donc ces deux premiers indicateurs, vous allez pouvoir prétendre à la rémunération sur des indicateurs complémentaires. Les indicateurs complémentaires sont au nombre de 5. Donc, vous avez le premier indicateur qui est la pénétration des médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires. Donc, ça, c'est nouveau depuis l'avenant 1. Il y a les médicaments hybrides et les médicaments biosimilaires qui entrent dans ce dispositif. Donc, l'indicateur, donc, en fait, c'est plus en fonction de l'économie réalisée, hein, puisqu'il y a sur ces médicaments 30% en moyenne de bénéfices réalisés, hein, si vous délivrez les médicaments génériques, hybrides ou biosimilaires. Donc, en fonction de l'économie réalisée et du nombre de boîtes que chaque officine aura délivrées, il y aura enfin, une rémunération qui sera redonnée à chaque pharmacie. Le deuxième indicateur, c'est la stabilité de la délivrance des médicaments pour les personnes âgées. Donc, il y a une liste de 12 médicaments qui sont ciblés. Et l'objectif, c'est de rester sur le même génériqueur tout au long de l'année afin d'éviter justement des confusions dans la prise des médicaments pour ces patients. Et le troisième indicateur, c'est le taux de motif au recours urgence. Alors, lorsque vous êtes en rupture de stock sur un médicament générique et que vous devez délivrer le médicament Princeps à votre patient, donc, pour ne pas être pénalisé dans votre rémunération, vous pouvez toper le motif urgence. Sauf qu'il faudra faire attention de ne pas avoir un taux de motif urgence supérieur à votre taux constaté en 2019. Sinon, il y aura un malus, donc une minoration sur la rémunération totale de votre ROSP en fin d'année. Slide suivante, s'il te plaît. Donc, les deux indicateurs suivants sont de nouveaux indicateurs qui ont été mis en place suite à l'avenant 1. Donc, le taux de connexion à l'outil Asafo Pharma, donc je ne vais pas entrer dans le détail sur l'utilisation de cet outil puisque mes collègues vont le détailler tout à l'heure. C'est un outil juste pour éviter les fraudes à l'ordonnance. Donc, l'objectif, c'est d'avoir une connexion par semaine pendant 46 semaines et donc d'atteindre un taux de 90% de connexion afin d'éviter justement les fraudes à l'ordonnance, hein. Donc ça, c'était l'indicateur nouveau cette année et également un indicateur sur l'atteinte d'un niveau de démarche éco-responsable. En fait, on met en place donc cet indicateur pour favoriser et pour encourager les pharmaciens à mettre en place des dispositifs éco-responsables dans leur officine. Donc, cet indicateur se décompose donc en trois niveaux d'investissement du pharmacien. Donc, il y a trois niveaux. Donc, chaque année, vous allez passer à un niveau supérieur, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et dans chaque niveau, vous avez trois items différents. Donc, le premier item, c'est la décarbonation de l'officine. Le deuxième, c'est tout ce qui tourne autour de la santé environnementale. Et enfin, tout ce qui est adaptation, c'est-à-dire formation du personnel et sensibilisation par rapport à ces thématiques d'écologie et d'éco-responsable. Si la première année, vous avez dans le premier niveau donc d'atteinte de cet objectif, il faut au minimum avoir euh, deux items sur trois pour pouvoir prétendre à cette rémunération. Slide suivant, s'il te plaît. Alors, en ce qui concerne tout ce qui est ROSP, et si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez
vous référer à vos délégués d'assurance maladie, hein. On est là aussi pour vous aider. Et en ce moment, les dames sont en train de faire justement une campagne par rapport à tout ce qui est nouveauté de la ROSP, hein. Donc la deuxième rémunération forfaitaire, c'est la rémunération sur le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins. Là aussi, c'est le même principe. Donc, il y a des indicateurs socles donc, qui sont obligatoires et des indicateurs complémentaires. Les indicateurs socles, pour cette rémunération-là, donc il y en a 5. Donc, il faut participer à une forme d'exercice coordonné. On parle d'exercice coordonné quand le pharmacien fait partie, par exemple, d'une maison santé pluridisciplinaire, d'une équipe de soins primaires, d'une CPTS. Donc, toutes ces formes d'exercices coordonnés sont validées par les ARS et donc vous pouvez adhérer. Donc, il faut justement participer à un exercice coordonné. Il faut également disposer d'un logiciel qui est référencé Ségur, également d'avoir un logiciel d'aide à la délivrance qui est certifié par la HAS, ne pas avoir été condamné pour fraude et utiliser l'ordonnance numérique pour 70% des délivrances sur les prescriptions réalisées par un professionnel de santé exerçant en ville. Les indicateurs suivants, s'il te plaît, dans la slide suivante. Donc là, sur ce tableau est décliné donc, tous les indicateurs complémentaires qui sont, alors les 8 premiers indicateurs sont en relation avec le développement du numérique et les 2 derniers sont en faveur de l'accès aux soins des patients. Donc, le développement du numérique, ça passe par un taux de télétransmission. Donc, plus le taux est important, plus vous aurez une rémunération sur la ROSP. Également, l'utilisation de l'outil SCORE, la scannérisation des ordonnances. L'utilisation du DMP, le dossier médical partagé, notamment pour alimenter les accompagnements pharmaceutiques, les bilans que vous aurez fait avec vos patients, donc un minimum de 90%. L'utilisation de la messagerie sécurisée en santé, donc il y a 2 indicateurs sur ce volet-là. Donc le premier, c'est que 5% des délivrances de médicaments doivent donner lieu à un échange via la messagerie sécurisée en santé, un échange avec vos patients, mais également avec les professionnels de santé. Et si en plus, donc, cette messagerie sécurisée que vous utilisez est une balle organisationnelle, vous allez pouvoir prétendre à une rémunération supplémentaire de 50 euros. Donc ça, c'est nouveau depuis juin, suite à l'avenant 1. L'utilisation de la e-prescription, donc 35% des prescriptions exécutées via le processus e-prescription également. L'actualisation de la carte vitale, donc tout ce qui est équipement à la mise à jour des cartes vitales, hein, donc les bornes, les boîtes de mise à jour. Donc là aussi, des rémunérations sont prévues à cet effet. L'utilisation de l'application carte vitale. Bon, alors il me semble que pour l'instant, ce n'est pas encore en place chez nous. Ça devrait être généralisé d'ici le mois de mars. Il y a donc aussi un indicateur sur la qualité de la facturation. Donc, moins vous aurez de rejets et de double facturation et plus. Et enfin, il y a donc un malus qui sera effectif hein, si vous avez un taux de rejet ou un taux de double paiement qui est important et qui a été fixé donc sur certains objectifs. Donc, il peut y avoir un malus entre 10, 20 et 30% appliqué sur toute la ROSP aussi. Donc les 2 indicateurs, je disais tout à l'heure que c'est des indicateurs en faveur de l'accès aux soins. Donc il y a des forfaits équipements concernant les pharmacies qui s'équipent en téléconsultation. Donc la première année de 1 225 euros et ensuite des forfaits également par tranche de 5 téléconsultations. 25 euros par tranche de 5 téléconsultations également, donc plafonné à 750 euros. Un indicateur également sur le pharmacien correspondant. Donc, le pharmacien correspondant, c'est les pharmaciens qui vont, au même titre que les médecins traitants, hein, être médecins correspondants. Donc, il y a un formulaire à remplir avec les patients. Donc, il faut déjà être installé dans les zones d'intervention prioritaire ou les zones d'activité complémentaire et remplir donc ce formulaire avec votre patient. Donc, si vous avez rempli entre 1 et 100 formulaires, donc 100 patients qui vous ont désigné comme médecin correspondant, vous avez une rémunération de 2 euros par patient. Au-delà de 100 patients, donc la rémunération passe à 1 euro donc, et c'est plafonné également à 500 euros. Donc le pharmacien correspondant doit faire partie également
d'un exercice, une forme d'exercice coordonné obligatoirement, hein, pour pouvoir éventuellement renouveler les ordonnances ou changer la posologie en cas de besoin, sans passer par le médecin traitant. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y avait une troisième ROSP cette année exceptionnellement suite à la parution de l'avenant 1. Donc, cette ROSP, donc, elle sera versée au premier semestre 2025 pour un montant maximum de 950 € si vous atteignez les différents indicateurs. Donc là, on parle de dépistage du TROD angine, donc au moins avoir fait un dépistage à l'année, 50 €, avoir aménagé des locaux pour les dépistages des cystites également, la présence de toilettes, hein, tout simplement, donc 100 € par an. Enfin, pour l'année 2024, payé en 2025. Il y a également, donc, si vous avez réalisé un entretien pour l'accompagnement des patients qui sont suivis avec des médicaments tels que les anti-asthmatiques, les anticancéreux, les antivitamines K, etc. Et vous avez droit à une rémunération de 400 € si vous avez fait un seul entretien. Une rémunération aussi pour un entretien avec une femme enceinte. 250 € également pour la remise des dépistages des cancers, du cancer colorectal. Donc, si votre taux de délivrance de dépistage, de kit de dépistage est supérieur de 10% au taux que nous, on a constaté en 2023. Donc là, vous allez pouvoir prétendre également à 250 € supplémentaires. Et enfin, si vous avez substitué un hybride et un biosimilaire en 2024, vous allez aussi avoir une rémunération de 100 €. Voilà pour tout ce qui est rémunération forfaitaire, donc les 3 ROSP. Je vais maintenant faire un focus sur l'accompagnement pharmaceutique et notamment il y avait eu une demande, un besoin par rapport à l'accompagnement des patients souffrant de pathologies chroniques. Donc les patients souffrant de pathologies chroniques, donc c'est les patients qui sont sous antivitamine K, sous AOD, les patients sous anticancéreux, les patients traités par corticoïdes inhalés, donc les patients asthmatiques, et enfin les personnes âgées polymédiquées, donc avec plus de 5 médicaments sur l'ordonnance. Donc pour ces patients-là, donc le rôle du pharmacien, justement, c'est d'accompagner et de conseiller les patients parce qu'un patient qui connaît bien son traitement est observant et forcément derrière, il n'y aura pas de complications ni pour l'assuré ni pour nous. Donc, les prérequis pour mettre en place ces missions dans votre officine, c'est d'avoir suivi des formations spécifiques à chaque mission. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Alors, concrètement, il s'agit de séquences d'entretien, donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs entretiens à faire annuellement. Donc, 3 entretiens, un entretien d'évaluation et 2 entretiens de suivi à faire au courant de l'année. Donc, ces entretiens, donc, vous allez pouvoir trouver sur le site Amélie, mais aussi dans vos logiciels de facturation, toute la documentation nécessaire pour accompagner vos patients. Donc, vous allez trouver des mémos par rapport à la facturation, mais également les bulletins d'adhésion, hein, parce que chaque, pour chaque thème, il y a un bulletin d'adhésion qui est bien spécifique, que vous devez compléter et archiver également. Vous allez aussi avoir la trame pour les différents entretiens, que ce soit l'entretien d'évaluation ou les entretiens de suivi, donc sur le site amélie.fr, mais également sur vos logiciels Ségur. Euh, alors, lorsque vous allez facturer, alors déjà les supports, hein, pour revenir sur les supports, donc ils ont été réalisés par l'assurance maladie, mais ils ont été tous validés par les autorités sanitaires, la NSM, l'INCa, donc pour tout ce qui est suivi des pathologies, enfin, les patients qui prennent des anticancéreux oraux. Donc le taux de prise en charge, c'est de 70%, 30% par les mutuelles, et pour les anticancéreux, c'est pris en charge à 100%. Donc, dans la slide suivante, on va voir le déroulement enfin, des différents entretiens. Donc, pour les AOD, AVK et asthme, je l'ai dit tout à l'heure, donc il y a un entretien d'évaluation dans lequel vous allez questionner votre patient pour voir quel est son niveau de connaissance par rapport à son traitement. Et ensuite, vous allez pouvoir orienter les entretiens thématiques en fonction de ce que vous avez détecté lors de l'entretien d'évaluation. Donc la première année, c'est un entretien d'évaluation et 2 entretiens thématiques. Les années suivantes,
Il n'y aura plus que les entretiens thématiques. Donc plus que 2 entretiens par an. Pour le bilan de médication, c'est le même principe, sauf qu'il y a un entretien de recueil de tous les traitements. Ensuite, vous allez analyser les traitements. Vous avez un entretien conseil et des entretiens de suivi et d'observance. C'est un petit peu plus long que pour les autres, mais c'est parce qu'il y a plus de lignes de médicaments prescrites par les médecins. Pour tout ce qui est anticancéreux oraux, donc les entretiens sont classés par molécule, c'est-à-dire que vous allez pouvoir orienter votre entretien en fonction de la molécule que le patient va prendre. Donc, si vous allez sur le site amélie.fr et vous allez sur entretien anticancéreux, vous allez pouvoir cliquer sur toutes les molécules et elles sont classées par ordre alphabétique. Pareil, vous les retrouvez également sur votre logiciel de facturation. Pour dans la slide suivante, on va voir tout ce qui est facturation. Alors attention parce que ça vaut pour jusqu'à la fin de l'année 2024, puisqu'en 2025, on va passer à une tarification à l'acte. Pour le moment, donc, c'est des séquences d'entretien. Donc, lorsque vous avez fini la première séquence d'entretien, par exemple la première année pour un patient qui est sous AOD, vous allez facturer ASI à 50 euros. D'accord? Et ensuite, la deuxième année, 12 mois plus tard, vous allez facturer les 2 entretiens suivants sous le code acte ASS à 30 euros. Ça, donc, c'est valable jusqu'au 31 décembre 2024. À partir de 2025, si on passe à la slide, alors j'ai oublié de dire que avant de facturer, bien sûr, il va falloir facturer un code d'adhésion qui est le TAC, qui est facturé à 0,01 centime. Ensuite, vous allez facturer les différents codes ASI, ASS, etc. Et donc, cette rémunération, elle sera payée également une fois sous forme de forfait. En slide suivante, donc là, l'avenant 1 donc, a modifié cette forme de facturation. Donc, on passe à une rémunération à l'acte à partir de janvier 2025. Alors, pour tout ce qui est transition entre facturation 2024 et 2025 pour des patients qui ont déjà commencé un entretien, nous devrions avoir des informations très rapidement que nous allons vous communiquer pour voir comment on va passer d'un dispositif à l'autre, mais également par rapport aux nouveaux codes actes qui vont être facturés à partir de janvier 2025. Donc là, vous pouvez voir sur le tableau que pour chaque entretien, que ce soit pour la première année ou pour les années suivantes, vous avez un tarif qui est mentionné. Pour l'instant, nous n'avons pas encore les codes actes. Pareil, dès que nous avons l'information, nous allons communiquer vers vous. Donc, a priori, ce matin, j'ai encore regardé, il n'y avait rien il y a rien qui est paru. Donc, ce tableau-là, vous allez le trouver également sur l'avenant 1 de la Convention. Et les délégués d'assurance maladie sont aussi en train de faire des campagnes sur l'avenant 1 et ils vont aussi vous les présenter. Donc, dans la slide suivante, donc, là, nous venons de voir les accompagnements pour les patients qui sont sous traitement chronique, mais il existe d'autres entretiens et d'autres accompagnements par le pharmacien, donc, et notamment pour les femmes enceintes. Donc, pour les femmes enceintes, l'objectif, c'est de les sensibiliser lors de leur grossesse par rapport aux risques qu'elles prennent en prenant des médicaments pendant la grossesse et faire également le point sur la vaccination antigrippale et donc pour ça, pareil que pour les autres accompagnements, vous allez pouvoir trouver sur le site de l'assurance maladie, mais aussi sur vos logiciels de facturation, toute la documentation nécessaire donc pour réaliser ces entretiens. Alors, bien sûr, tous les entretiens dont on a parlé tout à l'heure et les entretiens pharmaceutiques pour les femmes enceintes sont à alimenter dans le DMP. Donc, c'est important, ça permet aussi de valider votre indicateur sur la ROSP. La facturation pour les entretiens femmes enceintes, donc c'est un entretien qui dure 5 minutes à peu près, que vous pouvez facturer au comptoir avec la carte vitale de la patiente. Donc, le code de facturation, c'est le EFE et c'est valorisé à hauteur de 5% pris en charge à 70%. Sauf si vous le facturez pendant la période où la femme enceinte est à 100%, donc je crois que c'est au 5e mois de grossesse, si je ne me trompe pas.
Nouveauté également en 2024, suite à l'avenant 1, vous allez avoir la possibilité de réaliser à partir du 1er janvier 2025 des entretiens pour les patients qui sont sous antalgiques de palier 2, tramadol par exemple. Donc, ces entretiens, c'est aussi un entretien unique qui va pouvoir être réalisé lors de la deuxième délivrance de médicaments des antalgiques de palier 2. Donc, ce sera l'occasion de faire le point avec votre patient concernant le bon usage de ces médicaments, vérifier s'il n'y a pas un risque de dépendance, donc informer le patient. Pour le moment, on n'a pas encore on a juste le tarif, hein, on sait que c'est 5 euros, mais le code acte, je ne peux pas encore vous le communiquer puisqu'on ne l'a pas encore eu. Vous allez aussi avoir, au même titre que pour les autres entretiens, des outils qui vont être mis à disposition sur le site Amélie, mais également intégrés dans vos logiciels de facturation, des mémos, des trames pour les entretiens, pour réaliser vos entretiens pour les patients sous opioïdes. Tous ces documents sont bien sûr validés par la HAS. Donc prochainement, normalement d'ici la fin de l'année, au plus tard début janvier, vous aurez toutes les informations nécessaires pour la réalisation de ces entretiens. Voilà, ben, je vous remercie. Je pense que j'ai fait le tour des différentes ROSP et des accompagnements. Je ne sais pas si vous avez peut-être des questions. Je te remercie, Nora. Merci. Donc, nous allons passer au téléservice avec nos délégués numériques en santé, donc Gaël, qui va nous parler d'Amélie Pro. Oui, tout à fait. Hum, hum, Voilà, à toi, Donc, on va Gaël. débuter avec le portail Amélie Pro et l'une des fonctionnalités qui concerne les officines, à savoir la délégation d'accès. Donc, la délégation d'accès, accessible via le portail avec la carte CPS du titulaire, va vous permettre d'octroyer un accès, en tout cas une délégation aux personnes, au personnel de confiance, sous certaines conditions qu'on va détailler tout à l'heure. Le fait de pouvoir accéder à ce service c'est également et donner délégation, c'est renforcer d'une part une sécurité parce qu'elle se fera de manière avec une notification forte et de pouvoir accéder aux nouveaux outils que l'assurance maladie met en place, qu'on va détailler tout à l'heure, comme par exemple Asafo. Donc, si tu peux avancer, Valérie, merci. On a trois profils principaux qui concernent le portail Amélie Pro que je vais détailler. Il y a le profil du responsable, accessible avec une carte CPS et identifié via un numéro RPPS. Il y a un numéro finesse. C'est avec ce profil de responsable qu'on va pouvoir accéder, donc d'une part au profil Amélie Pro et notamment à la fonctionnalité délégation. On aura un second profil qui est le profil salarié où le salarié va devoir disposer d'une carte CPE, la création d'un compte Amélie Pro et avoir accepté une délégation émise par le responsable. Donc, c'est une démarche qu'on va aller voir tout à l'heure pour la réaliser. Et pour terminer, on a un profil compte administratif accessible aujourd'hui uniquement avec un login et un mot de passe. À savoir que ce profil-là, il risque à terme d'être supprimé pour des raisons de sécurité. On joint également un petit questionnaire qui sera accessible via le lien qui est indiqué sur les supports qu'on pourra vous transmettre, qui concerne du coup les différents usages du portail Amélie Pro pour mieux centrer justement cette utilisation. On peut avancer, Valérie. Concernant les différents accès en lien notamment avec la délégation, la nouveauté, c'est l'inscription des préparateurs en pharmacie d'officine au RPPS+. Pour ce faire, le titulaire ou le préparateur lui-même va pouvoir se connecter au portail RPPS et du coup enregistrer le préparateur afin qu'il puisse disposer d'un RPPS et notamment avoir accès à une CPS ou ICPS afin d'avoir accès aux futures fonctionnalités possibles à travers d'une part le LGO. Donc, les LGO vont également évoluer avec ces nouveautés et d'autre part au portail Amélie Pro.
Donc, j'entends par là l'accès au DMP des patients, qui est prévu notamment dans la vague 2 du Ségur du numérique, l'accès à la consultation des ordonnances numériques, donc un portail qui permettra de consulter les ordonnances numériques qui ont été établies par médecin prescripteur, et l'accès à la messagerie santé sécurisée, afin de pouvoir consulter et éventuellement émettre des mails via cette messagerie, aussi bien vers les autres professionnels de santé que via l'espace en santé des patients. Donc ça, c'est vraiment une étape indispensable pour avoir accès à ces nouvelles fonctionnalités. On va continuer avec mon espace santé pour faire le point de manière générale et sur les fonctionnalités. On va retrouver pour l'usager une partie document qu'on appelle, notamment en tant que professionnel de santé, le DMP, qui est aujourd'hui intégré dans les LGO et les LGC, et les LGC, pardon, pour les logiciels de cabinet. Donc, c'est principalement via cet outil-là que l'échange de documents se fera de manière presque transparente pour le professionnel de santé, étant donné qu'on passe de plus en plus sur de l'alimentation automatique. L'usager a également la possibilité, lui, de créer ce qu'on appelle un profil médical qui va mettre à disposition des professionnels de santé où il va pouvoir enseigner bah voilà, peut-être un traitement médicamenteux, ses habitudes de vie et d'autres informations le concernant. Alors attention, il est différent également du volet synthèse médicale qui, pour le coup, lui, est alimenté par le médecin traitant du patient. On va également retrouver la fameuse messagerie santé sécurisée qui permet d'échanger avec ses professionnels de santé. Un catalogue de services, donc un catalogue d'applications dédiées à la santé. Je vais prendre un exemple peut-être parlant, c'est sur les appareils médicaux connectés. Un exemple, un appareil glycémique connecté. On va pouvoir aller faire de l'alimentation via une application connectée à son espace santé qui pourra être partagée avec l'ensemble de ses professionnels de santé. Et enfin, la dernière nouveauté, c'est un agenda de santé. Donc, on va le voir tout à l'heure, juste après, dans la diapo suivante, si tu peux avancer, Valérie. Donc, dans cet agenda de santé, on a rajouté un certain nombre de fonctionnalités, d'informations. D'une part, la centralisation de ces rendez-vous, et d'autre part, tout ce qui va être rappel en lien avec la prévention, en lien avec les examens obligatoires et recommandés, la partie vaccination et la partie également sur les dépistages qui sont organisés. Donc, tout ça, ça fait partie des nouveautés sur l'agenda de santé disponible au sein de mon espace santé. Alors, l'identité nationale de santé, donc c'est un point qu'on souhaite mettre en avant parce que sans l'INS, les fonctionnalités qu'on a pu voir à l'instant, notamment le DMP, la messagerie santé sécurisée, ce sont des fonctionnalités où l'INS est indispensable. Alors, qu'est-ce que c'est l'INS? Bah, avant l'INS, un usager pouvait avoir plusieurs identités chez son professionnel de santé. Il pouvait être identifié bah, d'une part, soit avec son nom de naissance, soit avec son nom marital, soit parfois avec les deux. Pareil pour le prénom, où on a parfois des difficultés avec les prénoms composés. On ne sait pas si c'est un prénom composé, on ne sait pas s'il a deux prénoms. Donc ça pouvait poser problème. Et du coup, c'est là où l'INS intervient, c'est qu'avec l'INS, on va avoir une seule identité qui sera partagée par tous les acteurs de santé via le téléservice INS, qui est intégré dans les LGO et dans les LGC. Donc, je vais reprendre les traits de caractère qui les distinguent, à savoir le numéro INS, donc le numéro de sécurité sociale avec la clé. On va retrouver le nom de naissance, les prénoms de naissance. Donc, s'il y a plusieurs prénoms, par contre, il n'y aura pas de ponctuation, de virgule ou de tiret, ce qui va simplifier également l'identification. La date de naissance complète, le sexe et le code lieu de naissance. Ça sera la base de chaque dossier des différents logiciels, que ce soit du logiciel en officine ou du logiciel en cabinet médical. Donc, cette structure-là, elle sera commune à tout le monde. Après, rien ne vous empêche de rajouter des informations comme le nom marital ou d'autres informations que le patient pourra vous communiquer. Mais à savoir que la qualification de l'INS, et on va le voir dans les slides suivantes,
est indispensable pour avoir accès à toutes les fonctionnalités présentées. Donc, quelques rappels hein, sur les avantages de cette INS. La première, c'est faciliter les échanges et le partage. On va pouvoir le créer directement via son logiciel. On va fiabiliser également l'identité de la personne. On va pouvoir alimenter et consulter le DMP de ces patients. Pareil sur l'utilisation de la messagerie santé sécurisée en lien avec mon espace santé. Et on va gagner du temps sur le rattachement du dossier parce qu'en identifiant l'usager avec l'INS et à la lecture de la carte vitale, le dossier qualifié remontera directement au sein du logiciel. Donc on peut avancer, Valérie, merci. Donc, qualifier l'INS de mon patient au niveau de la procédure, elle est assez simple, hein. Le patient, il va vous présenter sa carte vitale. En la lisant, automatiquement, l'INS, s'il n'a pas été fait, va être interrogé. On va pouvoir, en cas de doute, demander la pièce d'identité de votre patient. Donc, pour les patients connus, on va le voir tout à l'heure, il y a une autre procédure qui est également existante. En tout cas, lors de la création d'un nouveau dossier pour un nouveau patient qui va se présenter à l'officine, vous êtes en mesure de pouvoir demander la pièce d'identité de votre patient et de vérifier du coup ces fameux 5 traits d'identité et de qualifier l'INS de votre patient au sein du logiciel. Au niveau des procédures du coup d'exception, j'entends par là les patients que vous avez l'habitude de rencontrer et que vous connaissez bien depuis un certain nombre d'années. Il y a une exception, c'est que au niveau de l'interface de votre logiciel et de l'INS qui va remonter, vous avez la possibilité d'attester déjà connaître l'identité de cette personne et du coup qualifier son identité afin de pouvoir accéder à l'ensemble des fonctionnalités. Un petit point sur le DMP au sein de mon espace santé pour l'approfondir. Donc, du coup, la consultation du DMP, comment faire? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, on a la possibilité d'y accéder avec une authentification forte, à savoir une CPS ou une ICPS. Pour l'instant, en tout cas, elle est fonctionnelle au sein du titulaire, avec la carte CPS du titulaire. Et dans le cas où les préparateurs ont été enregistrés au RPPS+, et ont fait la démarche de création de la ICPS, ont la possibilité de pouvoir y accéder également, et via la vague 2, pouvoir y accéder au sein du logiciel. On va pouvoir consulter dans ces documents, c'est un exemple d'usage, la partie historique de vaccination. Donc, pour rappel, la vaccination est également alimentée de manière automatique via vos logiciels quand vous procédez à de la facturation. Les volontés et les droits du patient, que lui va pouvoir compléter via son espace santé, des comptes rendus d'imagerie et des données de remboursement. Encore une fois, c'est un exemple d'alimentation de documents sur le DMP. Sur cette diapo, c'est le top des alimentations réalisées par les officines. Alors, ce sont des chiffres qui remontent à la période hivernale passée, donc de janvier 2023 à février 2024, où on peut le voir hein, que sur la période hivernale, on a eu beaucoup de vaccinations qui ont été alimentées sur les DMP. Ensuite, on va retrouver les comptes rendus d'entretien pharmaceutique, puis les bilans médicamenteux réalisés en officine. Donc tout ça, ça se fait vraiment de manière automatique hein, au sein du logiciel, encore une fois, à partir du moment où on complète euh, les données socles pour pouvoir y accéder, notamment l'INS. Petit point sur la messagerie santé sécurisée au sein de mon espace santé. Ce sont vraiment les deux fonctionnalités phares de ces outils et liées au LGO. Il existe aujourd'hui, comme l'a évoqué tout à l'heure ma collègue, deux messageries. On va avoir une messagerie santé sécurisée en officine au nom du titulaire. Donc, c'est ce qu'on a déployé lors de la première vague. Et ce qu'on va maintenant retrouver et qui est déployé au sein de l'officine et au nom de l'officine, c'est cette fameuse messagerie santé organisationnelle. La différence entre les deux, c'est que la messagerie au nom du titulaire, on va pouvoir échanger avec les autres acteurs de santé, et notamment avec les patients, mais via le nom de la carte CPS du titulaire et non pas au nom de l'officine. Donc, seul le titulaire y a accès. Par contre, en basculant sur une messagerie santé organisationnelle,
c'est donner la possibilité du coup, aux préparateurs qui seront également inscrits au RPPS d'avoir accès à cette messagerie et de pouvoir communiquer, donc toujours avec les acteurs, mais avec l'ensemble des patients via mon espace santé. Donc ça, je vous inviterai plutôt à vous rapprocher de votre éditeur pour voir s'il a la possibilité de vous proposer une messagerie santé organisationnelle. Sinon, de se rapprocher auprès de nous, un délégué numérique en santé, et on pourra vous accompagner pardon, sur aujourd'hui les acteurs de santé qui en proposent. Alors, ce sont deux exemples d'usage. On a l'usage entre le professionnel de santé habilité, enfin, entre professionnels de santé habilités qui vont se faire via cette messagerie santé sécurisée. Alors, pour les officines, c'est intégré dans les LGO et pour les cabinets médicaux, c'est intégré dans les LGC. C'est très simple, on a un moteur de recherche, un annuaire, on va pouvoir aller cibler le professionnel de santé avec lequel on souhaite discuter et l'échange va se faire via le logiciel très facilement. Pareil, entre l'usage professionnel habilité et le patient, à partir du moment où on a qualifié l'INS, il n'y a pas besoin d'aller demander une adresse mail à son patient pour pouvoir aller communiquer. L'INS étant l'identité de votre patient et donc par défaut son adresse mail au sein de mon espace santé, ça pourra se faire également très facilement entre LGO et l'espace en santé du patient. Alors, on veut également vous présenter un cas d'usage pour les échanges entre patients et pharmaciens. Dans cet exemple qui est assez simple, et c'est un cas d'usage qui pourra être fréquent, j'ai un patient qui va être hospitalisé. Donc, à l'hôpital, on va me remettre une prescription numérique qui va être déposée dans mon espace santé, dans mon DMP. On va avoir également le compte-rendu d'hospitalisation qui va être déposé dessus. À la sortie de l'hôpital, voilà, je vais retourner à mon domicile, pardon. Je ne vais pas pouvoir me déplacer. Du coup, tout va être stocké tout de même dans mon espace santé, mais via cette messagerie sécurisée, je vais pouvoir faire parvenir ma prescription de médicaments, donc sur la messagerie santé organisationnelle de l'officine. Le pharmacien, lui, va la réceptionner, va pouvoir procéder à la préparation des produits. Donc, je vais avoir soit un proche de confiance, soit l'infirmière qui va effectuer les soins, qui va pouvoir passer à l'officine, les récupérer. Soit il y a un service de livraison qui existe aussi dans certaines officines et je vais pouvoir aller les livrer ou les remettre à la pharmacienne, pardon, à l'infirmière qui va pouvoir me les ramener directement à mon domicile, mais tout ça de manière totalement sécurisée entre la sortie d'hôpital et mon domicile. On va utiliser ces outils qu'on met en place, totalement dématérialisés et sécurisés. Je vais céder maintenant la parole à mon collègue Arnaud Klein qui va vous présenter l'ordonnance numérique. Donc, bonjour à tous. Tout bon. Donc, l'ordonnance numérique. Alors, un petit instant. Non, c'est tout bon. Je désactive. On ne t'entend plus, Arnaud. Oui, alors on avait juste un petit problème de son. On va juste changer. Hop là. Donc, vous m'entendez? Oui, oui, très bien, merci à toi. Voilà, c'est tout bon. Donc, l'ordonnance numérique. Donc, qu'est-ce que l'ordonnance numérique? Donc, l'ordonnance numérique vise à dématérialiser et sécuriser le circuit de la prescription entre les médecins et les professionnels de santé. Donc, ce processus qui vise à sécuriser et simplifier le circuit doit être généralisé à toutes les prescriptions de produits de santé, actes et prestations. Cette généralisation concerne toutes les prescriptions exécutées en ville, y compris celles établies au sein de l'établissement de santé. Donc, nous avons une petite vue sur l'e-prescription. Donc, l'e-prescription, on va retrouver les mêmes informations qu'une ordonnance classique, donc comme les informations relatives au prescripteur, les informations relatives au patient, la date de prescription, le contenu de la prescription et la signature du prescripteur. En plus, du coup, on va retrouver le fameux QR code en bas à gauche, donc le fameux QR code de la prescription avec le numéro unique de prescription.
À faire attention à ne pas confondre avec le QR code de l'INS. Je sais que certains pharmaciens pouvaient confondre avec le petit QR code qui correspondait à l'INS. On peut passer à la slide suivante. Donc, l'ordonnance numérique dans sa prise en charge. Donc, pendant la consultation, pour le médecin, il n'y a pas grand-chose qui change. Le médecin va faire sa prescription via son logiciel métier. En parallèle, l'ordonnance numérique est enregistrée automatiquement sur le DMP et le patient a la possibilité de le consulter à tout moment. Donc, le médecin va imprimer l'ordonnance avec le QR code et le remet au patient. En contrepartie, il a aussi la possibilité, comme l'a dit avant mon collègue, de l'envoyer sur sa messagerie sécurisée, afin que le patient, derrière lui, puisse la transmettre à la pharmacie. En sortie de consultation, donc, le patient va présenter son ordonnance papier à la pharmacie. Et donc, si l'officine est occupée, est équipée du logiciel de prescription et du scanner du QR code, donc, il pourra délivrer la prescription. Donc, et pour terminer, donc, par la suite, le médecin aura la possibilité de suivre et consulter les données de l'exécution de la délivrance. Donc, quelques caractéristiques. Donc, l'e-prescription, donc l'ordonnance numérique, est basée et hébergée en France. Donc, l'accès à la base d'e-prescription est restreinte aux professionnels de santé via l'intermédiaire de leur carte ICPS ou CPS. Les données échangées dans le cadre de l'ordonnance numérique sont structurées et codifiées par l'intermédiaire de leur logiciel. Donc, ce qui ne modifie pas l'ordonnance numérique. Donc, on aura toujours la possibilité d'adapter la prescription dans le respect du cadre réglementaire, la liberté du choix du prescripteur et du prescrit pour le patient, la remise d'une ordonnance au patient en fin de consultation en format papier ou numérique, du coup via la messagerie sécurisée, la présentation par le patient d'une ordonnance au support papier à la pharmacie et la possibilité de scanner l'ordonnance pour conserver dans le LGO. Donc, petit point sur le suivi du déploiement mensuel. Donc, actuellement, côté médecin, il y a 11 logiciels qui permettent du coup l'e-prescription. Niveau pharmacie, on est à 6 logiciels qui permettent du coup de délivrer l'e-prescription. Donc, on peut passer au slide suivant. Donc, une évolution du déploiement en 2024 en Moselle. Donc, au niveau du déploiement, donc, en décembre 2023, on avait 18 pharmacies équipées et en septembre 2023, 121 pharmacies. C'est-à-dire plus de 103 pharmacies en plus par rapport à décembre 2023. Donc, les chiffres, je vous les laisse regarder, on ne va pas tout déployer. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, pareil, il y a une petite enquête via ce lien, pour recueillir vos impressions. Donc, ce lien sera envoyé après ce webinaire. Donc, on peut passer pareil à la slide suivante. Donc, pour reprendre le bilan pour la Moselle, donc 121 pharmacies sur 256, soit 47% d'utilisateurs. Au total, 316 médecins généralistes sur 800, soit 40% d'utilisateurs. Et 61 médecins spécialistes sur 676, soit 9% d'utilisateurs. Donc, nous, en parallèle, du coup, on accompagne les pharmaciens en début d'année. En ce début d'année, on a accompagné les pharmaciens pour une montée en charge et une deuxième vague d'accompagnement prévue encore fin d'année, début d'année prochaine, pour promouvoir l'ordonnance numérique. Et en parallèle, du coup, on suit aussi les médecins généralistes sur la montée en charge de l'ordonnance numérique avec leur logiciel métier. Et pour finir, une vague Ségur est prévue pour développer l'usage du numérique auprès des médecins spécialistes. Donc, l'application iCard Vital. Donc, qu'est-ce que l'application iCard Vital? L'application iCard Vital, c'est la carte vitale dématérialisée sur le smartphone. Côté patient, le patient, via son application, pourra retrouver différentes informations, notamment le portefeuille d'identité qui va répertorier les données de l'assurance maladie, les données de l'INS, les données d'état civil et en 2025, les identifiants AMC. Le patient aussi aura la possibilité de consulter ses dépenses de soins dans la partie activité et retrouver notamment les informations relatives aux bénéficiaires de soins, aux professionnels de santé consultés et les montants qu'il a payés. Donc, les avantages pour le pharmacien. Donc, pour rappel, donc, la carte vitale, la e-carte vitale et la carte vitale dématérialisée. Donc, elle sera toujours sur le téléphone. Donc, on aura plus de chances d'avoir constamment cette carte vitale, moins de chances que d'oubli de carte vitale détériorée.
Donc, on aura aussi un accès systématique aux droits via la DRI, donc réduisant le risque d'erreur et de rejet de facturation. La carte vitale sera mise à jour automatiquement, donc les droits seront constamment à jour. Et pour le professionnel de santé, du coup, ça lui donne accès à l'ensemble des téléservices qu'il pouvait utiliser avec la carte vitale physique. Donc la facturation, les téléservices, l'accès au DMP, l'accès au dossier pharmaceutique. Donc, quel équipement pour lire l'appli carte vitale? Donc, les officines doivent avoir un logiciel à jour de facturation, donc le logiciel agréé Addendum 8 pour être compatible, et se procurer du coup un lecteur de QR code. Un lecteur de QR code qui permettra de lire le fameux QR code et de faire remonter la prescription. Donc, les officines doivent se rapprocher de leur éditeur pour déployer ce système. Donc, à savoir qu'aussi, la lecture NFC est possible, mais uniquement pour les téléphones Android. Donc, ASAFO. Donc, ASAFO, donc Alerte Sécurité Fausse Ordonnance, est un outil qui permet de signaliser et consulter les fausses ordonnances. Ce nouveau service Amélie Pro permet aux pharmacies de signaler une ordonnance potentiellement frauduleuse, suivre leur signalement et consulter l'ensemble des signalements avérés. Et pour rappel, lors des prescriptions d'un médicament à plus de 300 euros, le pharmacien a l'obligation de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour vérifier la validité de l'ordonnance. On peut passer à la slide suivante. Donc, Asafo est accessible sur Amélie Pro, donc via la carte CPS, l'AICPS ou éventuellement la CPE si le pharmacien a créé une délégation en faveur de ses salariés. Donc, voici un petit aperçu du téléservice sur Amélie Pro. On va passer à la slide suivante. Et du coup, ma partie est terminée. Je te remercie, Gaël. On attend si on a des questions sur la partie téléservice pour nos délégués numériques en santé. Sinon, je vais laisser la parole à Alexandre Canal qui va vous parler de la promotion du dépistage cancer colorectal en officine. Oui, merci, vous m'entendez bien? Oui, merci. Parfait. Oui, je fais un petit focus sur la promotion du dépistage cancer colorectal en officine. Donc, pour rappel, hein, ça concerne 300 000 femmes et hommes en Moselle. Alors, le taux de participation est inférieur à 30%, ce qui est faible par rapport aux deux autres dépistages organisés, cancer du sein, cancer du col de l'utérus. Donc, évidemment, on a besoin de la mobilisation de toutes les officines de Moselle pour améliorer l'accès au dépistage, vu que c'est une priorité de santé publique, que c'est le deuxième cancer en termes de mortalité en France, en Moselle, que l'objectif à moyen terme est de parvenir à un taux de dépistage d'au moins 45% de la population, puis 65%. C'est un objectif ambitieux, hein, mais bon, évidemment, les lois ne sont pas les mêmes dans tous les pays européens, donc forcément, il peut y avoir des disparités d'un pays à un autre que votre contribution est bien sûr indispensable pour garantir un meilleur accès au dépistage. Et pour cela, on vous propose des outils pour faciliter la mise en place du dépistage dans vos structures. Donc, quand je dis les outils, je parle évidemment de tous les outils disponibles sur le site amélie.fr que vous pouvez consulter en allant simplement sur le site et en allant sur votre métier et en tapant simplement dépistage, vous aurez accès à tous ces outils-là. Je veux bien la slide suivante. Merci beaucoup. Donc, pour rappel, hein, c'est un code que vous pouvez facturer depuis juin 2022, mais depuis le 1er janvier 2024, le code n'a pas changé, hein, c'est la tarification qui a changé. C'est rémunéré 3 euros via la facturation de ce code. Vous devez bien renseigner dans la facture les éléments que vous voyez s'afficher à l'écran. Et pour rappel, pour être valide, hein, ce code doit être facturé seul, c'est-à-dire indépendamment de toute autre facturation. Alors, afin de vous aider à la promotion de ce dépistage, nous avons diffusé, si ma mémoire est bonne, le 22 novembre dernier par mail un livret d'informations dans toutes les officines. Donc, si jamais l'un d'entre vous ne l'a pas reçu, je pourrais lui faire parvenir par mail sans aucun souci. Vous avez des liens disponibles directement sur le formulaire enfin le livret, pardon, que l'on vous a envoyé par email. Et le QR code que vous voyez en bas à droite de l'image, c'est un QR code qui ramène vers une bande dessinée qui montre comment expliquer aux patients donc l'utilisation du kit, ce qui pourra illustrer les conseils du pharmacien lors des explications.
Et donc là, je vous donne juste un petit bilan chiffré donc, sur l'évolution des actes RKD sur toutes les officines de Moselle. Donc forcément, l'année 2023, c'était la première année complète où vous pouviez facturer le code. Donc il n'y avait peut-être pas beaucoup de pharmaciens formés à ce moment-là. Et on voit bien que la tendance en 2024 est à la hausse très nettement. On le voit par exemple sur les 2 derniers mois, hein. Vous voyez, octobre, on est à plus 164% par rapport à 2023 sur la même période et novembre, plus 78%. Donc bravo bah, aux officines de Moselle pour votre engagement là-dessus et continuez comme ça. Et je sais aussi, comme Nora l'a bien dit tout à l'heure, qu'il y avait aussi une prime là, de 250 € sur la ROSP 2024 concernant le cancer colorectal. Merci Voilà. Alexandre. Merci. Alors, j'ai un petit point divers qui est très récent à Mhm. vous communiquer. Alors, concernant la facturation papier. Alors, les feuilles de soins papier, qu'elles soient en règlement à l'assuré ou en tiers payant, doivent être signées par l'assuré ou la case cochée impossibilité de signer, et également signées par le pharmacien. La CNAM vient de nous apporter la précision suivante. Un cachet d'identification ou les mentions informatiques ne seront pas considérées comme une signature. Donc, euh, l'information est toute récente, elle est de ce matin, je l'ai rajoutée en point divers. Alors, je voulais remercier tous les intervenants pour toutes vos informations qui sont très intéressantes. Je voulais remercier Monsieur Houbin et Monsieur Schatz d'être présents avec nous. Si vous avez des questions. Et sinon, je vais arrêter l'enregistrement. Si vous n'avez pas d'autres questions. J'avais juste une question, mais je ne Oui, trouve oui. plus la caméra. Vous On vous- m'entendez parce que je ne trouve plus la Oui. caméra. Alors, on C'était juste, c'était Monsieur Houbin. Sur les AME, vous dites que vous payez systématiquement, mais il y a des factures qui ont été mises de côté sur les mois de octobre, novembre, en disant qu'elles seront payées plus tard et elles sont toujours pas payées. Alors, octobre, c'est Tenter les l'ancien finances. module de tarification. Donc là, je pense qu'on a Oh. demandé une mise à jour. Par contre, à compter du 6 novembre, on est passé à Météor. Et là, on a eu quelques petits couacs de démarrage. Et je pense Ah que bah moi, ce sont des factures que vous avez dû recevoir effectivement fin octobre ou début novembre. Et enfin, moi, j'en ai quelques-unes en AME qui sont toujours pas payées à ce jour, quoi. Donc si vous pouvez faire c'est- des réclamations via le téléservice Ouais, alors c'est un peu un APS. cas particulier, je sais, mais j'avais des confrères qui avaient eu des soucis aussi. On avait eu des remontées au syndicat sur l'été aussi. Il y avait eu des factures qui n'avaient pas été payées en AME, alors ils avaient mis les attestations AME et tout ce que vous avez écrit. Ils l'avaient fait, mais c'était pas. Voilà, ils ont eu des soucis pour se faire payer apparemment. Ah, je comprends Donc c'est juste sur bien. ce point-là où voilà, On essaye, oui, dans nos circuits de nous améliorer. Il faut qu'ils fassent des réclamations par ECLAPS et nous allons voir voilà. lesquelles être Ok, dans. donc donc on transmet le message qu'ils fassent ce réclap PS pour Oui. ces dossiers en instance alors. Alors, le message national et le message local sont les mêmes. RéclaPS est vraiment le canal à privilégier pour les trois thématiques que nous avons abordées. D'accord. Là, vous pouvez joindre des pièces justificatives qui facilitent nos recherches. La réponse sera plus rapide. Vous avez un accusé de Mhm. réception, vous pouvez suivre vos demandes. C'est vraiment le nouveau téléservice à privilégier pour vous comme pour Ouais, nous. bon. D'accord, donc là on va le diffuser à nos adhérents qui puissent utiliser ce canal-là en priorité, quoi. Voilà. Enfin, même que celui-ci maintenant, quoi. Oui. Alors pour les trois thématiques hein, à aborder, hein, les factures non réglées, règlement partiel ou les courriers d'indus. Après, vous gardez donc, comme je viens de l'afficher, les canaux d'entrée habituels, le 3608 pour les Mhm. dépenses de niveau 1 qui ne nécessitent pas de recherche à la facture, quelle cotation, quels sont les droits. Mhm. Récla PS là pour nos trois thématiques. Et après, vers les services de Moselle, vous avez pour le service relations professionnelles de santé une adresse mail, pour nos délégués Oui, d'assurance maladie et pour nos délégués numériques en santé. très bien.
Moi, j'avais rien à rajouter, je crois. C'était assez clair votre présentation. Voilà, ça résumait bien la situation actuelle et ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Monsieur Aubin. Donc là, je coupe l'enregistrement. Je vous remercie tous pour votre participation. Voilà. Merci. 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 Bonne Bonne journée. journée. Bonne journée. Bonne journée à Au tous. revoir. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.